Astrid Panossian, bonjour. Bonjour, Vous Christophe êtes Barbier. députée Renaissance de Paris. Vous avez marqué récemment votre différence justement sur un sujet qu'évoquait Myriam, c'est l'assurance chômage. Pourquoi ? Qu'avez-vous voulu envoyer comme message ? Le message, c'est que la bataille de l'emploi est toujours devant nous. Et ça, c'est quelque chose dont le gouvernement convient également. Qu'il y a énormément de leviers et que l'assurance chômage n'est pas nécessairement le levier prioritaire. Il l'a été dans une première réforme, parce que là, il y avait vraiment une marge de manœuvre, remettre des gens au travail. Il a été non pas C'est moins le simplement cas. dans une réforme, dans plusieurs réformes qui ont été menées depuis 2017. Et il y a encore 18 mois, nous avons mené une réforme sur la contre-cyclicité qui dit que quand la situation économique va bien, eh bien, on réduit la durée d'indemnisation à 18 mois. Et quand la situation économique va moins bien, on l'augmente à 24 mois. Alors, est-ce que la situation économique va moins bien ? Il y a quand même encore toujours des métiers en tension. Il y a toujours des métiers en tension, mais ce qu'on voit également, c'est que dans des pays qui ont des règles d'indemnisation plus dures que les nôtres, il y a toujours des métiers en tension. Et c'est là, justement, que se pose le problème de l'attractivité des métiers, que ce soit sur la question des salaires, que ce soit sur la question des conditions de travail, parce que sur ces 400 000 métiers qui sont aujourd'hui non pourvus, il y en a quand même 2/3 qui font partie de ces métiers difficiles, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, les métiers du lien. Il y a des sujets de formation. On voit aussi que sur 1/3 de ces métiers non pourvus, on est sur des métiers qui requièrent de la formation. Je pense notamment à tout ce qui est intelligence artificielle, data. Donc voilà, parlons de ces sujets-là. C'est ça, les sujets qui sont centraux aujourd'hui sur la question du travail et de l'emploi en France. En plus d'autres sujets sur lesquels je pense qui sont des vrais freins, qui sont la question du logement, la question également du transport, de la mobilité et la question de la garde d'enfants pour les femmes qui veulent travailler. Voilà les vrais sujets. Et l'autre avantage de cette réforme de l'assurance chômage, c'est qu'elle fait faire des économies. C'est aussi un aspect financier, comptable. Alors moi, je veux quand même croire ce que dit le Premier ministre, qui décorrèle la question budgétaire et la trajectoire des finances publiques, qui est un vrai sujet de préoccupation, et la question du chômage. Je pense que si on veut changer le sujet du chômage, c'est pour réactiver vers l'emploi. Donc moi, je pense quand même qu'il y a une vraie sincérité dans la volonté de décorréler. Et on voit par ailleurs que sur la question des règles d'indemnisation de l'assurance chômage, c'est pas ça qui va apporter les économies attendues. Il y a d'autres sujets sur lesquels il faut travailler, qui est la trajectoire des finances publiques, les dépenses publiques. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour marquer votre différence, dissidence, ça rime ? Moi, je suis sur le fond, là. Je suis pas en train de faire de la politique, de positionnement, etc. Moi, ce que je souhaite, c'est que la bataille de l'emploi, elle soit gagnée. Le chômage de masse, c'est pas une fatalité en France. Et qu'on revienne que la bataille des idées soit gagnée. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse recentrer le débat sur les vrais freins à l'emploi aujourd'hui, sur l'attractivité des métiers, sur les trappes à bas salaire. Un SMIC, ça doit être un salaire d'entrée, ça doit pas être un salaire à vie. On voit les mécanismes délétères qui se sont créés depuis 2 décennies entre la prime d'activité et les exonérations de charges qui font que quand vous êtes un patron et que vous voulez augmenter votre salarié au SMIC de 100 €, ça vous coûte en fait 500 € en charge. Donc on est enfermé dans le SMIC. On est enfermé dans le SMIC, donc ça fait de la trappe à bas salaire pour le travailleur et ça ne permet pas à l'économie française de monter en gamme. On reste dans le low cost, là où il faut également aller vers de l'innovation et de la montée en gamme. Mais il faudra voter à un moment des textes ou ne pas les voter. Il y a un moment d'heure de vérité qui approche quand même. Oui, mais moi j'espère gagner d'abord la bataille des idées pour que je puisse être en mesure de voter les textes qui correspondent aux vrais sujets qui sont les freins à l'emploi aujourd'hui. Emmanuel Macron a rappelé hier son opposition à toute hausse d'impôts. C'est une maladie française, dit-il. Vous vous reconnaissez dans ce dogme-là ? Alors, ce qui est une maladie française, c'est à la fois la dépense publique, où aujourd'hui, ou très longtemps, c'est pas que depuis aujourd'hui, depuis 40 ans, ça fait depuis 40 ans qu'on n'a pas de budget d'ailleurs équilibré, où les politiques, quelle que soit leur parti, couleur politique, leur couleur politique, se vivent ou par de la norme, la loi que porte le nom d'un ministre, soit par de l'augmentation de dépenses, qui était vue comme une victoire politique. Donc moi j'ai envie de dire que la maladie française, c'est à la fois la dépense publique, un problème, une dépense, un problème, une taxe. Et donc c'est sur ces 2 sujets qu'il faut effectivement regarder parce que les marges de manœuvre aujourd'hui sont quand même réduites. On a un niveau de dépenses publiques qui est plus de la moitié du revenu national par an dépenses publiques, quand même 58%. Et on a aussi un niveau de prélèvement obligatoire
impôts, taxes qui représentent 45% du revenu national. Est-ce que cette Donc, ambiance... il faut travailler sur les deux sujets. Est-ce que cette ambiance économique, sociale et fiscale pèse sur la campagne européenne et empêche la liste de la majorité présidentielle de décoller avec un électorat de droite un peu inquiet et déçu pour la tenue des comptes publics et un électorat de gauche effrayé par les mesures entre guillemets antisociales? Je pense que ce qui pèse sur la campagne européenne, c'est que on ne regardera ce sujet qui est malheureusement essentiel, qui est le devenir également politique du continent européen, que très tardivement, au mois de mai, voire mi-mai. Donc 2 semaines avant la campagne, sur des sujets aussi déterminants que la sécurité collective, l'immigration, etc. Mais c'est vrai que la question des finances publiques, il faut se le dire, pèse aussi sur notre capacité à montrer notre crédibilité, attendue à la fois par nos concitoyens, mais aussi par nos créditeurs internationaux. Autre sujet qui pèse sur la campagne et qui favorise le RN, c'est la série d'actes violents avec un fond lié à l'islamisme. La violence islamiste du quotidien, titre aujourd'hui Le Figaro, Montpellier, Viry-Châtillon, Bordeaux. On voit toutes ces tragédies. Comment tenir un discours raisonnable par rapport à cela ? Alors, le discours raisonnable, c'est d'abord de voir la réalité en face. Et ce qu'on voit effectivement derrière, c'est pas un drame de l'alcool qui s'est passé effectivement à Bordeaux il y a quelques jours. C'est quelqu'un qui est allé voir des personnes en leur disant qu'on ne buvait pas de l'alcool pendant l'Aïd. C'est les polices des mœurs sur les tenues européennes des jeunes filles. C'est ce qu'on appelle des crimes d'honneur ou en tout cas c'est insupportable. Voilà, la police des mœurs islamique ou islamiste n'a pas sa place ici en France. Et comment on lutte ? C'est en étant implacable sur ce genre de... Je pense qu'abord, il y a l'éducation, etc. Mais il y a aussi le caractère implacable de la justice qui doit passer quand ce genre d'actes sont produits. Ça veut dire aussi être implacable quand il y a des incidents qui se produisent à l'école. Quand voilà, avec pas simplement 2 jours de renvoi, mais des renvois beaucoup plus définitifs. Ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel, c'est quand même à un moment donné l'institution qui recule, un proviseur découragé. C'est l'institution qui recule et c'est surtout l'institution qui ne donne pas les rassurances nécessaires à un proviseur pour qu'il se sente suffisamment en sécurité pour, encore une fois, appliquer la loi de 2004 sur les tenues vestimentaires et les signes religieux à l'école. Donc c'est un recul et c'est pour ça qu'il faut être absolument implacable. Et le RN profite de cela. Pour l'instant, la réponse dure, implacable, elle est dans la campagne RN. Je pense que le ressentiment qui est le moteur du vote Rassemblement national, il est multiple. Il y a effectivement des questions autour de l'islam politique et c'est pour ça que, je le disais ce matin, la laïcité doit rester une matrice politique d'un combat, je le pense, plus que jamais moderne. La gauche a souvent manqué à cela en perdant un de ses combats traditionnels. Mais il y a aussi un ressentiment social autour du vote RN, l'électorat populaire, les classes moyennes. Donc c'est aussi ces sujets économiques qu'il faut travailler aujourd'hui et sociaux. Un peu de géopolitique, parlons d'abord d'Israël. On sent la montée d'une menace de riposte iranienne. Est-ce que Benjamin Netanyahou, par sa gestion de la guerre, joue avec le feu ? Non, il faut d'abord rappeler que la guerre, elle a commencé le 7 octobre. Et c'est le Hamas qui a attaqué. Non, mais parce que c'est ce que je disais je pense que c'était aussi à cette radio, qu'on a l'impression, souvent en entendant les commentateurs, que la guerre, elle a commencé le 8 octobre. La guerre, elle a commencé en réponse à des massacres d'une ampleur inégalée le 7 octobre sur le territoire israélien. Téléguidé par l'Iran ? C'est ce qu'il semble être le cas, plus que semble d'ailleurs. Le sujet qu'on a pu reprocher à Netanyahou, c'est, pour avoir été en Israël en janvier dernier avec le ministre Lecornu, c'est la temporalité des 2 objectifs qui sont tout aussi légitimes, la destruction de l'appareil militaire du Hamas et la libération des otages qui, elle, se compte en jours et en temps. Voilà ce qu'on peut peut-être dire. Ensuite, la riposte, elle semble absolument nécessaire pour pouvoir détruire l'appareil militaire du Hamas qui est à quelques kilomètres des frontières israéliennes. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que personne n'a intérêt à une escalade ni avec l'Iran, ni avec la frontière nord et le Hezbollah qui se trouve au sud du Liban. Personne n'y a intérêt, que ce soit Israël, que ce soit également le Liban, qui vit quand même une situation très très chaotique depuis quelques années. Vous revenez du Rwanda, vous y étiez en début de semaine, c'était les 30 ans du génocide perpétré au Rwanda.
La France avait reconnu, dans la bouche d'Emmanuel Macron, une forme de responsabilité. Et puis là, on avait eu une communication de l'Élysée nous disant « Oui, en 1994, il n'y avait pas eu de volonté politique d'empêcher le génocide ». Cette formulation a mystérieusement disparu dans le discours officiel du président. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il faut d'abord reconnaître vraiment à Emmanuel Macron le souhait de donner toute la place à la vérité historique. Quand on a dit que la responsabilité de la France avait été lourde et accablante, pour reprendre les termes de cette commission présidée par l'historien Vincent Duclerc, c'est parce que le président Macron, en 2019, décide d'ouvrir l'ensemble des archives à des historiens sur cette période. Donc on a parlé de responsabilité lourde et accablante sans complicité de génocide. Ce qu'on peut reprocher à la France, à la vue effectivement de ces archives, de cet ouvrage et des différents travaux, c'est que la France n'a pas nécessairement voulu voir ce qui pouvait devenir de plus en plus prévisible entre 1990 et 1993, les 3 années qui ont précédé le génocide, d'un discours et d'une préparation pré-génocidaire contre les Tutsis. Pour qu'au moment où les choses s'accablent sur les Tutsis, il y ait le dernier génocide qui se produise et qui dure 100 jours et qui provoque la mort dans des conditions horribles d'1 million de Tutsis. La France n'a pas fait assez, mais les États-Unis n'ont rien fait, les Belges n'ont rien fait. Finalement, est-ce qu'on n'a pas un peu tort de prendre toute la faute sur nous ? Alors, la France, pourquoi il y a un regard plus sur la France, c'est que la France était quand même le partenaire et l'allié privilégié du gouvernement rwandais jusqu'en 1993, avec une présence militaire, avec une relation très privilégiée entre le président français Mitterrand de l'époque et le président rwandais de l'époque qui meurt dans un attentat en 1993. Ce qui déclenche le génocide. Voilà. La rancœur est encore là ou est-ce qu'on est dans une phase de normalisation totale des relations Paris-Kigali ? Alors, lorsque les conclusions de cette commission ont été rendues en 2021, qui se sont traduites d'abord par le déplacement du président Macron à Kigali, et puis le renforcement des relations, le président Kagame, le président rwandais, a salué le courage de la France, la capacité de la France de voir aussi ses responsabilités en face. Je regrette qu'il y ait eu ce cafouillage au niveau de la communication parce que derrière ce qu'on appelle les responsabilités lourdes et accablantes, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont ces défaillances, notamment dans les circuits de décision à l'Élysée, dans ces doubles circuits de décision, défense, affaires étrangères et d'un côté les cellules diplomatiques de l'Élysée entre 90 et 93, pour aussi en tirer les enseignements. C'est important. Il reste des génocidaires qui circulent en France, par exemple ? Tout à fait. Il y a une centaine de génocidaires aujourd'hui en France. Il y a une trentaine de procès, mais il y a encore une centaine de génocidaires. Il y a la femme du président rwandais de l'époque qui est toujours là, qui vit en liberté quelque part en région parisienne. C'est une vraie incompréhension de la part des Rwandais quand d'autres pays comme l'Allemagne ou la Norvège renvoient au Rwanda des personnes qui sont poursuivies pour actes de génocide. Astrid Panossian, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci Christophe. Nous vous retrouverons donc lundi avec votre invité Emmanuel Anison, grand reporter à l'Obs. Auteur de l'affaire Madame sur la fake news sur Brigitte Macron. Ouh.